Alors, ma carte blanche, je vais la consacrer à un sujet que j'ai découvert un peu grâce à Nina, en fait, qui n'est pas avec nous aujourd'hui, mais que je remercie quand même. Parce qu'il y a 1 an, elle m'a sollicité pour un séminaire qui s'appelle MathPark. Et ce dont je vais vous parler aujourd'hui, j'avais choisi ça comme exposé. Donc là, en direct, vous venez de m'attraper en flagrant délit de recyclage d'exposé. Attends, mais juste, t'as fait un MathPark, mais pas sur ta recherche ? Non. Ouais, je m'étais C'est dit- marrant. Bah oui, je me suis chauffé. Juste moi, que je connais pas le concept de MathPark. C'est un Pas juste séminaire remarqué. pour les étudiants, pour des étudiants et des lycéens, quoi. Donc de diffusion. En général, effectivement, les gens parlent de leur thématique de recherche, mais t'es un peu libre de parler de choses qui soient suffisamment digérées pour que ça soit accessible pour eux, quoi. D'accord. Alors du coup, le sujet porte sur un problème mathématique qui s'appelle l'empilement de sphères. Alors si je n'avais que quelques secondes pour vous en parler avec des mots-clés, ça donnerait quelque chose comme ça. 500 ans d'ancienneté, optimisation, analyse de Fourier, approximation numérique, conjecture, médaille Fields, Marina Viazovska. Wow. Heureusement, j'ai un peu plus de temps que ça, mais il n'en demeure pas moins qu'avec cette carte blanche, je me lance dans une opération doublement risquée, puisque je vais vous parler d'un domaine mathématique qui n'est pas le mien, et je vais le faire dans le cadre d'un podcast sans aucun support visuel. Mais j'ai décidé de prendre le pari, donc on y va. Alors, le problème de l'empilement de sphères, ou sphere packing en anglais, vise à identifier la manière la plus dense de disposer des sphères de rayons identiques. Il faut penser à des boules dures qui peuvent se toucher mais ne peuvent pas s'interpénétrer. La densité dont il est question quand je dis la manière la plus dense, c'est la fraction de volume qu'occupent les sphères. Donc si je range les sphères dans une boîte, ça veut dire que je vais faire le ratio entre le volume qu'elles occupent avec le volume de la boîte. Et c'est cette quantité, qu'on appelle la densité d'empilement, que l'on va chercher à maximiser. Quelque part, on veut optimiser le rangement en gâchant le moins possible d'espace entre les différentes sphères. La densité maximale d'empilement, c'est donc ce nombre réel, compris entre 0 et 1, qui va dépendre de la dimension, et qui fournit la proportion maximale de volume que peuvent occuper des objets sphériques de taille identique dans l'espace correspondant. Ok. Attends, ça, t'as dit que ça s'appelait comment ? La densité maximale d'empilement. D'accord. Ok, C'est ce qu'on d'accord. peut faire au max quand on range en optimisant vraiment les sphères en question. Ok. Et quand tu dis que ça dépend de la dimension, ça dépend de si on est en En dimension 2, 3. 2, Alors, je vais donner des exemples. Alors, justement, en dimension 2 et 3, il se trouve qu'on a des candidats naturels. Mhm. D'accord. En dimension 2, c'est une expérience qu'on a en fait déjà tous fait. Vous prenez des pièces de 1 euro et vous les serrez autant que possible sur votre table. Bah, vous avez un motif qui apparaît. Et c'est ce qu'on appelle le réseau triangulaire, quand vous regardez le centre des pièces. D'accord. En dimension 3, c'est aussi quelque chose qu'on a déjà tous vu, qu'on peut admirer en fait tous les dimanches matins, quand on va au marché. Parce que sur les étals, les oranges, elles sont souvent empilées d'une manière qui semble économiser toute la place possible, quoi. D'accord. Et ce réseau-là, on appelle l'empilement cubique face centré. D'accord. Pour la dimension 3. Quelles applications en chimie ? Et effectivement, en chimie et en cristallographie, c'est une question assez cruciale. Alors, formulé comme ça, on voit pas bien la difficulté du problème, puisque j'ai commencé en vous donnant 2 dimensions où on a l'impression qu'il y a une solution évidente. Mais c'est quand on s'intéresse à la preuve de ces résultats que l'affaire commence à se transformer en véritable série Netflix. Alors, on prend la dimension 3. D'accord ? D'abord la dimension 3. Kepler, en 1611, donc là on a les 500 ans dont je vous parlais, il avait déjà conjecturé que l'empilement cubique face centré était le meilleur possible. Après une preuve partielle de Gauss en 1831, donc là c'est 200 ans après, Gauss, il est de tous les bons plans. tous les râteliers. Oh là là. Il faut attendre 1998 pour que Thomas Hales et des collaborateurs parviennent à une preuve complète. Leur méthode nécessite l'utilisation d'ordinateurs pour vérifier pas moins de 100 000 cas particuliers. Et elle fait 250 pages. D'accord ? Donc c'est une preuve qui utilise des ordinateurs parce qu'il y a trop de cas à vérifier, quoi. Quelle année t'as dit celui-là ? Ça, c'est 1998. D'accord. D'accord. Là, on est toujours en dimension 3, c'est ça? Et là, c'est que la dimension 3. Alors, ils soumettent leur papier dans une revue qui s'appelle Annals of Mathematics. Donc, pour les gens qui nous écoutent, c'est une revue extrêmement prestigieuse en maths. Le comité éditorial de la revue nomme 12 rapporteurs pour évaluer la preuve. 12. Alors, ça aussi, pour les gens qui nous écoutent, normalement, on est plus sur l'ordre de 2 ou 3. Mais bon, c'était une conjecture qui était vieille de je sais pas combien d'années, donc c'est normal, quoi. Alors, ce qui est peut-être un peu moins normal, c'est qu'au bout de 5 ans, les 12 rapporteurs jettent l'éponge en expliquant on est quasiment sûr que c'est vrai, mais on lâche l'affaire, quoi. On va pas pouvoir le faire complètement. Thomas Hales, il s'arrête pas là, il dit OK. Et dans un élan quasiment prophétique, il annonce en 2003 un programme de recherche visant à vérifier formellement, à nouveau à l'aide d'ordinateurs, que leur preuve fonctionne. Il annonce également que ça devrait prendre à peu près 20 ans. En 2017, le projet FlySpec est mené à terme à l'aide de 22 autres personnes, et cela met donc un point final à la preuve de la conjecture de Kepler.
Tout ça, Wow. c'était la dimension 3. Ok. Alors, la suite, donc en dimension plus grande. D'un point de vue mathématique, c'est une question intéressante en soi, quoi. On a envie de savoir qu'est-ce qu'on peut en dire en dimension plus grande, quoi. Même si Mais- c'est plus difficile de visualiser C'est une ça. sphère Tout à en fait. quatre dimensions. Et contrairement à la dimension 2 ou 3, on a même du mal à voir, enfin, à quoi ça correspond de ranger des boules en dimension 100 000, quoi. Pourtant, il s'agit encore d'un de ces exemples où une application assez spectaculaire des mathématiques apparaît, puisque l'empilement des sphères est utilisé dans la théorie des codes correcteurs d'erreurs et permet de concevoir des protocoles de transmission de messages éliminant les erreurs potentielles. Alors, j'ai pas le temps ici de développer plus que ça cette application, et donc je vais continuer à explorer avec vous le problème de l'empilement des sphères le long de la dimension. Alors, en fait, à mesure que la dimension grandit, on a peu d'informations sur la valeur exacte de la densité maximale d'empilement. Tout ce qu'on sait faire, c'est fournir un encadrement, c'est-à-dire donner une minoration et une majoration de la densité maximale. Autre Ok. que 0 et 1. Autre que 0 et 1, les matchs. Bon. Mais on peut raffiner un peu ça, tout à fait. Donc en gros, dire on est sûr que c'est plus grand que ça et c'est plus petit que ça. Exact. Alors, ça peut être fait par des considérations purement déductives, qui ne sont pas constructives, et qui permettent d'assurer que la densité maximale se trouve entre ça et ça. Et à ce propos, je ne résiste pas à vous partager le fait suivant. Il y a quand même un mec qui s'appelle Ball, et qui a fourni l'une des meilleures bornes concernant l'empilement des boules. Je trouve ça très drôle. Je poursuis. Alors, il existe une autre manière de fournir une minoration, c'est le constat. C'est-à-dire que si vous avez un empilement, vous calculez sa densité, c'est sûr que la densité maximale, elle sera juste plus grande que ça. D'accord ? Et il y a des dimensions, on a des exemples d'empilement. C'est par exemple le cas de la dimension 2 et de la dimension 3. Et dans des dimensions plus élevées, parfois, la configuration de l'espace fait que on a des empilements qui sont connus, peut-être même qui viennent d'autres domaines des mathématiques. C'est le cas en dimension d égale 8 et d égale 24, où on a des réseaux qui s'appellent les réseaux E8 et les réseaux de Leach, qui étaient connus par ailleurs, mais quand vous placez des boules avec des centres qui sont placés en les points du réseau, on obtient une configuration, un rangement de sphères dans les dimensions en question. Et là, juste si je peux me permettre une petite incise, là on rentre dans la beauté des maths, c'est-à-dire que là tu développes tout un raisonnement qu'on est incapable de visualiser, quoi. En dimension 8, les empilements, on sait pas. Franchement, on mais- n'a aucune image qui se passe dans nos têtes, mais on est quand même capable de... Tout à fait. Pour Il se y faire a un des raisonnement propriétés logique dans ces dessus. dimensions-là qui permettent d'exhiber des manières de ranger des sphères, et vous allez voir que ça a son importance pour la suite. Alors, malheureusement, quand la dimension augmente, en fait, il faut comprendre que la minoration et la majoration, elles s'écartent l'une de l'autre exponentiellement, quoi. Donc, on en sait de moins en moins sur quelle est la valeur optimale. Alors, dans cette saga, il y a un nouveau coup de théâtre en 2003, parce qu'on a deux mathématiciens que sont Henry Cohn et Noam Elkis, qui arrivent à fournir pour chaque dimension une nouvelle borne supérieure qui n'était pas connue avant. À nouveau, ils publient ça dans Annals of Math. Alors, si on va voir le papier, il y a un truc assez surprenant pour un papier dans Annals of Math, c'est que, je vous avais parlé d'un papier de 250 pages, etc. Là, dans le papier de Cohn et Elkis, la preuve la plus longue du papier, vraiment sans exagérer, elle tient en une page. Et surtout, c'est un petit bout de raisonnement qui est ultra astucieux, c'est très joli, mais ça n'utilise essentiellement que des connaissances de M1, quoi. D'accord ? Alors, pour vous en parler un tout petit peu plus précisément, je fais une parenthèse. C'est une opération de la transformée de Fourier qu'on voit dès le L2 ou le L3 et qui est utilisée dans un très grand nombre de domaines de mathématiques. Donc je reviens donc à la majoration de Cohn et Elkis de 2003. Alors, leur majoration, c'est un théorème qui est en fait conditionnel. Il dit quelque chose comme si en dimension D, il existe une fonction f qui est négative loin de 0 et dont la transformée de Fourier est positive partout, si jamais j'ai une fonction f qui vérifie ces deux conditions-là, alors il y a une majoration de la densité maximale en dimension D qui est donnée par un nombre qui dépend que de la fonction f, un truc très explicite. Donc on est capable d'exhiber ce par quoi on sait que ce sera plus petit. Ouais, tout On a à une fait. borne, Mais en fonction de la fonction f. Mais je dis que l'énoncé, il est conditionnel parce qu'au moment où ils publient le papier, ils savent pas s'il existe une fonction comme ça. D'accord. Ils disent, si jamais il y en a une, s'il y a une fonction comme ci, alors j'ai une majoration comme ça. C'est tout ce qu'ils disent, d'accord ? Mais ils s'arrêtent pas là. Et en fait, dans le papier, ils font une approximation numérique de leur majoration. C'est-à-dire que, on ne sait pas s'il y a une fonction qui vérifie exactement ces conditions, mais numériquement, on arrive à trouver des fonctions qui sont presque positives là où il faut, et ils calculent la valeur et ça leur donne une approximation numérique de la borne. D'accord ? Et le truc qui est totalement fou et qui leur a permis la publication dans la revue, c'est un petit graphique où on voit en abscisse la dimension qui progresse et en ordonnée la densité maximale d'empilement qu'on aimerait tracer. Sur le graphique, ils tracent les minorations qui étaient connues avant eux et les majorations qui étaient connues avant eux. Et puis ils rajoutent leur courbe à eux, qui est une nouvelle courbe de majoration. Alors, déjà, la première chose, c'est que c'est juste une approximation numérique. Ils ne savent pas encore exactement s'il y a des fonctions comme ça.
La première chose, c'est que leur majoration, elle améliore les majorations d'avant. Donc déjà, ça c'est une bonne nouvelle. Numériquement, ça a l'air d'être mieux. Mais surtout, en dimension 8 et 24, on a l'impression que la courbe de majoration numérique qu'ils ont touche la courbe de minoration qui est donnée par le réseau E8 et le réseau de Leach. On a l'impression que ça se touche. Et si ça se touche, c'est que c'est la densité maximale, puisqu'elle est coincée entre les deux. Oui. Et en fait, dans le papier, ils poussent le calcul numérique jusqu'à 100 chiffres après la virgule, et puis ça match, quoi. Donc, arrivé là, eux se disent, ça peut pas être une coïncidence numérique, et donc ils formulent une conjecture en 2003 qui annonce qu'en dimension 8 et 24, la densité optimale d'empilement doit être atteinte pour les réseaux E8 et les réseaux de Leach, respectivement. La dernière grande avancée est réalisée en 2016, quand Marina Viazovska parvient à l'aide d'outils provenant de la théorie des formes modulaires à construire ce qu'on appelle dorénavant les fonctions magiques de Viazovska, qui répondent exactement au cahier des charges de Kohn et Elkis. Oh, wow. Pour la découverte de ces fonctions, elle recevra en 2022 la médaille Fields. Alors, ce que j'aime dans toute cette histoire, c'est qu'elle met en avant la collaboration, un peu comme disait Well précédemment, avec des équipes qui vont parfois jusqu'à 20 personnes, mais aussi la détermination avec une poursuite de la vérité qui peut s'étaler pendant plusieurs décennies. En plus de cela, cette aventure tord le cou à un certain nombre d'idées reçues qu'on peut avoir vis-à-vis des maths. Alors, d'une part, elle fournit un exemple d'application inattendue d'un problème en apparence totalement abstrait, et dans l'autre direction, elle montre comment le calcul numérique peut jouer un rôle absolument crucial, y compris dans l'exploration d'une question qui est totalement théorique. À ce titre-là, et pour les jeunes qui nous écoutent et qui sont passionnés de maths, j'aimerais les encourager à rester curieux de tout, y compris de l'utilisation des ordinateurs, même s'ils se dirigent vers des domaines très abstraits. Ce sont des outils vraiment précieux, même quand on cherche une preuve, et j'ai la conviction que des gens comme Gauss ou Euler auraient peut-être fait des découvertes mathématiques encore plus spectaculaires s'ils avaient eu à leur portée des ordinateurs pour tester numériquement leur intuition. Wow. J'en ai fini. Merci beaucoup. C'est top. Ouais. Et on en revient toujours à ce côté, des fois, c'est difficile de transmettre ce qu'on appelle la beauté des maths. Et là, la beauté, elle réside dans le fait de l'élégance de la preuve, en fait. Du chemin qu'ils choisissent, qui est très simple. Mais très simple et qui relie à un domaine qui, a priori, enfin, c'est pas évident de te dire que l'analyse de Fourier, elle va te permettre d'obtenir une majoration sur un truc qui est lié à la manière dont sont agencées des boules dans l'espace, quoi. C'est assez fou. Ouais. Et c'est marrant, c'est un truc qui revient souvent dans le fait que les gens trouvent des preuves élégantes. Moi, ça m'a toujours marqué, mon prof de prépa. Sa preuve préférée, c'était ce qu'on appelle l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Et c'était sa preuve préférée parce qu'il suffisait juste de savoir résoudre un polynôme du second degré pour la résoudre. Donc, c'est des outils qu'on a dès le collège. Et en fait, ça permet de prouver quelque chose de très puissant. Ouais. Donc, c'est un peu le même principe. Tu as une certaine élégance dans ce type de raisonnement. Bah, super, merci beaucoup, Ayman.